partie de cette émission. Pierre-Franklin Tavares, philosophe, Adam Azeizi, consultant en stratégie, Willy Elfejmi Abatoussa, consultant en marketing, m'accompagne depuis le début de cette émission. Et sans plus tarder, le Zoom. Il lui manque une ratification pour déclencher le seuil pour son entrée en vigueur. On parle bien sûr de la zone de libre-échange continentale africaine, véritable serpent de mer depuis des décennies, mais qui n'est toujours pas opérationnel malgré la signature l'an dernier de l'accord visant à créer ce marché commun, vaste marché de plus d'1 milliard d'habitants, une zone de libre-échange censée développer le commerce intra-africain. Les précisions dans ce reportage de Fraterno Daka Isienga. L'accord sur la zone de libre-échange continentale a été lancé à Kigali au Rwanda le 21 mars 2018. Le document historique avait été signé par 44 chefs d'État et de gouvernement africains sur 50 qui étaient présents. Les dirigeants africains s'étaient ensuite donné une année pour assembler des signatures nécessaires pour la mise en œuvre de cet accord. Quelques jours après la date butoir, quelques pays peinent encore à se décider. Le problème n'est pas la ratification ou des signatures si l'on se base sur les expériences passées. Par exemple, pour la communauté de l'Afrique de l'Est, le plus difficile n'a pas été la ratification du document l'établissant, mais dans sa mise en œuvre. Donc, le seul problème que nous avons, c'est que les aspirations des Africains ne riment pas avec la volonté politique et les discours des dirigeants. Pour lancer l'implémentation de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, il faut au moins 22 signatures et selon l'Union africaine, il en manque 7. Selon les experts, le commerce intra-africain est estimé à 16%. La mise en œuvre effective de cet accord pourrait stimuler ce commerce pour atteindre 53% en éliminant les droits d'importation et les barrières non tarifaires. Nous demandons aux politiques de voir plus grand. Il faut qu'ils se souviennent que le secteur privé est le pilier de l'économie. Et on ne pourra jamais prospérer sans que l'on puisse faire les affaires entre nous en tant qu'Africains. Donc, ça ne sert vraiment à rien de protéger les intérêts politiques quand l'économie est mourante. La zone de libre-échange continentale est l'aboutissement d'une vision énoncée il y a près de 40 ans dans le plan d'action de Lagos adopté par les chefs d'État africains en 1980. Sa ratification et sa mise en œuvre effective feront du continent la plus grande zone de libre-échange du monde. Alors, un marché commun qui se heurte bien sûr à la perplexité de certains États, au premier rang desquels le Nigeria. Est-ce que toutes ces réticences n'aboutissent pas finalement sur le constat que les prérequis n'ont pas été remplis concernant cette zone de libre-échange? Adam Azeizi. Les réticences sont diverses, ont diverses motivations, notamment la crainte de certains pays de ne pas être à l'heure d'aujourd'hui encore suffisamment compétitif pour pouvoir rentrer dans une zone de libre-échange à l'échelle continentale, notamment par rapport à leur marché intérieur, c'est-à-dire ouvrir leur marché intérieur à d'autres acteurs africains. Ça peut entraîner une saturation. Ça peut entraîner une saturation. Une saturation, une concurrence aujourd'hui qui n'existait pas. Et donc c'est la principale crainte de certains pays, mais c'est une crainte qui n'est pas justifiée pour la simple et bonne raison que, au contraire, un accord de libre-échange aujourd'hui serait un facteur de transformation de l'économie africaine qui est incroyable. C'est-à-dire en intégrant la zone de libre-échange africaine, les pays africains pourront rentrer dans une démarche où ils pourront produire des produits manufacturés à forte valeur ajoutée destinés au marché africain. Aujourd'hui, les principaux pays africains sont des exportateurs de matières premières. Le Nigeria, par exemple, ses principales exportations aujourd'hui sont des matières premières, notamment pétrolières. Sa production intérieure est certes développée, mais aujourd'hui est principalement destinée à son marché intérieur ou très périphérique au niveau africain. Aujourd'hui, créer une zone continentale qui permettrait à tous les pays de proposer ou de vendre des produits à l'échelle continentale, encouragerait la transformation de leur économie et l'industrialisation de la structure du modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on verrait l'apparition d'usines qui pourraient produire des produits destinés aux Africains, adaptés aux Africains, produits par les Africains sur le marché africain, d'une part, et d'autre part, attirer des investisseurs qui viendraient transformer des produits au niveau africain pour les vendre sur le marché africain. Et sortir de cette spirale négative qui était tournée vers l'exportation de matières premières à très faible valeur ajoutée et qui n'était pas
n'était pas un modèle économique tenable pour le développement et la croissance des pays africains. Willy Elfej-Miabatoussa, est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, que cette zone de libre-échange ne représente pas finalement de grands risques pour des pays tels que le Nigeria? Non, pour le Nigeria, je ne pense pas qu'il faille parler de risque en fait. Les réticences, à mon avis, elles sont d'un autre ordre. Le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique en Afrique et je pense qu'il y a aussi cette frilosité quant à... parce que quand vous intégrez la zone de libre-échange, il y a aussi cette notion de consensus, puisque les choses sont décidées de manière collective. Donc peut-être aussi qu'ils n'ont pas aussi envie de se faire dicter les ordres par des États un peu moins importants qu'eux. Donc il y a aussi cet aspect-là. Maintenant, dans ce qui a été dit, il y a un point qui est très important, c'est que il n'y a que des avantages à intégrer cet accord qui, on le sait, va générer énormément d'attractivité déjà au niveau de la sous-région, en permettant déjà donc ce processus d'industrialisation dont vous avez fait mention, mais aussi en termes de création d'emplois. Non. Alors, mais pardon, mais qu'en est-il des pays qui sont encore extrêmement dépendants des revenus douaniers? Ces pays-là ne sont pas clairement prêts à intégrer ou en tout cas à profiter pleinement de cette zone de libre-échange et on pense que, en tout cas, pour ce qui est du court terme, ils vont quand même perdre beaucoup avant de pouvoir, peut-être dans quelques années, pouvoir profiter de cette zone-là. Alors, si je peux répondre, l'accord prend en compte les éléments sensibles, à savoir qu'aujourd'hui, l'accord a... dans l'accord, il est convenu que le marché sera ouvert à 90% des produits et 10% des produits sensibles qui sont considérés sensibles par chacun des pays resteront fermés à court terme et seront ouverts uniquement lorsque ces pays seront prêts. Donc l'objectif étant de pousser les pays à transformer leur modèle et ne pas se reposer sur le laurier ou sur leur marché fermé protégé par des instances douanières qui aujourd'hui bloquent la transformation et l'industrialisation. Le Nigeria est un grand pays, un très grand marché. Aujourd'hui, c'est un pays qui peut se limiter à uniquement servir son propre marché sans aller chercher à l'extérieur. Le fait de stimuler la concurrence et d'ouvrir le marché, permettre à des acteurs autres que nigériens de rentrer, dynamiserait l'industrie, les acteurs locaux, les entreprises, les PME, et le pousserait à devenir de plus en plus compétitifs et pouvoir attaquer d'autres marchés sur le continent africain. Mais vous faites bien de souligner qu'il y a quelques produits sensibles aujourd'hui et certains pays se reposent énormément sur ces produits et ne sont pas du tout compétitifs à court terme. Il est nécessaire de les protéger en partie pour leur permettre de monter en compétences et pouvoir les distribuer par la suite. Mais à moyen et long terme, ces produits aussi devront être rentrés au niveau de cet accord et ouvert à la compétition. Pierre-Franklin Tavares. Moi, je dirais que c'est un projet d'abord de l'Union africaine. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que ce projet-là s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063, donc c'est à, disons, moyen terme. D'autre part, il s'agit de 3 types d'accords. Il y a l'acte le discours, le communiqué, le texte final de Kigali qui a été paraphé par 43 chefs d'État le 21 mars dernier. Ensuite, vous avez l'accord de libre circulation. 2018. Voilà, de libre circulation, qui lui n'a été signé que par 23 chefs d'État. Et puis vous avez sur le libre-échange 44 chefs d'État qui ont signé. Mais il faut que l'on comprenne bien, pour que les débats soient clairs, qu'aujourd'hui nous parlons de ratification. Ce n'est pas les premières signatures. La ratification, c'est un acte de droit public interne, mais aussi un acte de droit public international. Droit public interne parce qu'en règle générale, il faut que, par exemple en France, quand il y a un traité qui est signé de cette nature-là, il faut que le Parlement le valide, l'adopte, et ensuite qu'il soit promulgué par le chef de l'État. Et c'est le même problème que nous sommes confrontés aujourd'hui en Afrique. C'est le même problème que nous sommes confrontés. La ratification, c'est l'acte final qui donne valeur définitive au traité qu'on appelle l'ASLEC. Et dont l'objectif principal est de créer un vaste marché de consommateurs, de producteurs, mais principalement de consommateurs, à hauteur de, disons, d'ici une trentaine d'années, de 1,5 milliard, qui pourrait permettre à l'Afrique d'afficher un visage.
par rapport aux autres grands ensembles qui se constituent. Et donc il y a là un projet majeur. Il faut, je pense, que le calendrier tel qu'il a été organisé par le président Issoufou était trop court. L'Afrique du Sud s'en est plein, le Nigeria également, qui sont les deux plus grandes économies de l'Afrique. Et un temps, l'Égypte également, qui a fini dernièrement par accepter. Et donc, par conséquent, rien ne peut se faire sans ces grands pays-là, mais en même temps, l'Afrique ne peut pas défendre que de ces grands pays-là. Et il faut une dose de liberté. Et par conséquent, il faut bien rappeler aux téléspectateurs que ce qui fait problème aujourd'hui, c'est le seuil de ratification. Voilà, c'est le seuil de ratification. C'est la ratification qui est un instrument juridique. C'est cela qui manque aujourd'hui. Willy El-Fej Miabatoussa, alors est-ce que cette zone de libre-échange représente véritablement quelque chose sans le Nigeria ? Moi, je suis convaincu que le Nigeria finira par adhérer. Alors qu'il n'est pas idéologiquement opposé, mais qui demande un certain nombre de garanties pour aboutir. Il y a un point qui n'a pas été évoqué. Parlons juste des infrastructures, par exemple, aujourd'hui. Avant de parler d'intégration régionale, il faut déjà voir comment chaque pays, au niveau de la sous-région, communique entre eux. Donc, pour moi, les choses doivent se faire crescendo. Là, aujourd'hui, on a un accord avec 80 pages qui sont assez ambitieuses, mais maintenant, dans la mise en œuvre, pour donner corps, justement, là, vous avez parlé de la ratification, donc on en a besoin de 22, il faut que 22 parlements donc, de chaque pays puissent approuver à leur manière cet accord. Mais pour moi, il y a une phase en amont qui doit être mise en œuvre et qui aura vocation à rassurer des pays aussi frileux que le Nigeria. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Vous voulez rajouter quelque chose très rapidement? Un point, c'est qu'aujourd'hui, on part de très loin. On part d'une région d'un continent qui est très faiblement intégré, qui est 75% des exportations aujourd'hui sont principalement en matières premières. Et aujourd'hui, l'intégration intra-africaine représente uniquement 18% des échanges. L'objectif, quand même, en signant ces accords, c'est d'aboutir vers des modèles développés comme ce qui s'est passé en Asie, en Europe. Et là où ça se joue à 50 ou 70%. Aujourd'hui, et c'est une cible, et on est encore très loin. Et en ratifiant, cela ne signifie pas qu'ils vont échanger avec de fortes quantités au départ, mais au contraire, ça permettra de développer des infrastructures, des connexions et encourager l'intégration africaine. Et on est encore très loin, même après la signature. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Adam Azeizi, consultant en stratégie, Pierre-Franklin Tavares, philosophe, et merci à vous également, Willy El-Fej Miabatoussa, consultant en marketing. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain. Très bonne soirée.